Chapitre 1. Le lendemain matin. Bobby Mills se tenait dans son jardin, contemplant la terre fraîche où fleurissait le jardin de sa fille. La rosée du matin se mêlait aux résidus de diesel, créant un voile huileux sur la terre déchirée. Les traces de pneus des engins lourds balafraient la pelouse comme des plaies ouvertes. Les tournesols d'Emma, les tomates anciennes de sa grand-mère, le buddleia qu'ils avaient planté ensemble au printemps dernier. Tout avait disparu. Papa. Emma, 8 ans, apparut à ses côtés. Son pyjama Batman encore froissé par le sommeil. Ses cheveux châtain chocolat étaient emmêlés et ses yeux rougis à force de pleurer. On pourrait peut-être le replanter. La mâchoire de Bobby se serra lorsqu'il s'agenouilla à sa hauteur. La même mâchoire qui lui avait valu le respect en 20 ans de travaux de construction. Le même contrôle mesuré qui avait fait de son entreprise, partie de rien, une entreprise à $1 million. On verra bien, ma puce. Mais Bobby Mills n'oubliait jamais. Et il ne pardonnait jamais, bon sang. Bobby, arrête de dramatiser. La voix de Diana fendit l'air matinal comme du verre brisé. Elle sortit de leur maison coloniale à 2 étages, parfaitement habillée malgré leur matinale. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en un chignon strict, et sa tenue de yoga de créateur coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Ce n'était qu'un jardin. Emma pourrait se mettre au piano ou à quelque chose de plus approprié. Approprié. La voix de Bobby resta calme, mais Emma se rapprocha instinctivement de lui. Elle avait appris à reconnaître ce ton particulier. Oui, approprié. Sais-tu ce que Henderson disait à propos de la valeur immobilière? Bobby, il faut qu'on pense à notre investissement. Le téléphone de Diana vibra et elle y jeta un coup d'œil avec un petit sourire qui glaça le sang de Bobby. De plus, cela attirait tous les nuisibles du quartier. Bobby se souvenait avoir travaillé 16 heures par jour pour acheter cette maison 12 ans plus tôt. Il se souvenait de l'excitation de Diana lorsqu'ils avaient emménagé, de la façon dont elle parlait d'élever leurs enfants ici, de vieillir ensemble sur la véranda. Maintenant, elle regardait tout, y compris Emma, comme les postes d'un bilan. Allez, et aime. On va te préparer pour l'école. Bobby prit la main de sa fille, sentant sa petite et fragile main. Grand-mère Rose vient te chercher après l'école aujourd'hui. Le téléphone de Diana vibra de nouveau. Cette fois, elle se détourna pour lire, mais pas avant que Bobby ne sente le rouge lui monter aux joues. En 20 ans de mariage, il avait appris à déchiffrer chaque micro-expression du visage de sa femme. Celle-ci appartenait à quelqu'un d'autre maintenant. Alors qu'il marchait vers la maison, Emma murmura, « Papa, pourquoi le jardin a-t-il mis maman en colère ?» Bobby lui serra doucement la main. Le jardin n'avait pas mis Diana en colère. Ce qui la mettait en colère, c'était que sa fille préférait passer du temps avec sa grand-mère, planter des graines et apprendre à grandir plutôt que les concours et l'ascension sociale que Diana avait prévus. Ce qui la mettait en colère, c'était qu'Emma développait des valeurs que Diana ne comprenait pas, la patience, l'attention, la joie dans les choses simples. Ce qui la mettait en colère, c'était que le jardin représentait tout ce que la mère de Bobby avait enseigné à Emma et que Diana n'était pas. Parfois, les gens ne comprennent pas ce qui rend les autres heureux, dit Bobby prudemment. Mais cela ne signifie pas qu'il faille cesser d'essayer d'être heureux. 3 heures plus tard, Bobby se tenait dans sa caravane de chantier, entouré de plans et de contrats. Son entreprise, Mills Construction, était spécialisée dans les projets résidentiels haut de gamme. Il avait bâti sa réputation sur le souci du détail et le respect des promesses. Sa parole était son lien, et la rompre avait des conséquences. Son téléphone sonna. Bobby, c'est maman. Rose Mills avait élevé Bobby seul après la mort de son père dans un accident de chantier alors qu'il avait 15 ans. Elle avait cumulé 3 emplois pour entretenir leur petite maison. Apprendre à Bobby que la famille était primordiale et que la trahison signifiait que rien ne serait plus jamais comme avant. Emma m'a parlé du jardin, continua Rose, la voix lourde de déception. Cette fille a mis tout son cœur dans ses plantes. Je sais, maman. Diana s'est égarée, mon fils. Mais Emma, cette petite fille a besoin de savoir que certaines choses dans la vie sont permanentes. Certaines choses sont fiables. Bobby regardait par la fenêtre de la caravane son équipe se préparer à couler les fondations. Les fondations étaient essentielles à la construction. Sans fondation solide, tout le reste n'était que prétexte prêt à s'effondrer. Maman, depuis combien de temps Diana passe-t-elle chez toi? Le silence s'est installé sur la ligne téléphonique. Que veux-tu dire? Emma a mentionné que Diana était venue la chercher tôt chez toi mardi dernier,
mais Diana m'a dit qu'elle était à son club de lecture jusqu'à 20 heures. Rose a crié. Bobby, depuis combien de temps, maman? 3 mois, peut-être 4. Elle a commencé à me demander de surveiller Emma plus souvent. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour elle-même pour se redécouvrir. La voix de Rose portait 40 ans d'observation des choix des gens. Je ne voulais pas intervenir, mais quoi? La dernière fois qu'elle est venue chercher Emma, il y avait un homme dans la voiture. Grand, cheveux noirs, voiture de luxe. Il était resté au volant, mais je pouvais le voir. Bobby a resserré sa prise sur le téléphone. Emma l'a-t-elle vu? Non. Elle prenait son sac à dos. Mais Bobby, la façon dont Diana le regardait, je ne l'avais pas vu regarder quelqu'un de cette façon depuis des années. Après avoir raccroché, Bobby resta assis dans son camion pendant 20 minutes, assimilant les informations comme il s'occupait méthodiquement des problèmes de construction, en quête de solutions durables. Diana avait une liaison. La destruction du jardin n'était pas liée à la valeur des propriétés ou aux nuisibles. Il s'agissait d'éliminer tout ce qui reliait Emma à la famille de Bobby, tout ce qui représentait les valeurs que Diana abandonnait. L'homme dans la voiture de luxe était probablement Trevor Quinn. Bobby connaissait Trevor de près depuis des années. Quinn Développement était cette entreprise tape à accent grave-l'œil qui achetait des propriétés historiques, les dévastait et les revendait pour des profits colossaux. Trevor Quinn conduisait des voitures de luxe, portait des costumes italiens et traitait les ouvriers du bâtiment comme des outils de substitution. Il représentait tout ce que Bobby méprisait dans l'industrie qu'il avait contribué à bâtir. Il était également marié à la sénatrice Patricia Quinn, dont la famille était en politique depuis 3 générations. Bobby démarra son camion et traversa la ville jusqu'au palais de justice. Il avait construit la nouvelle L 5 ans auparavant, connaissait chaque greffier, chaque bureau, chaque système de classement. Les archives publiques étaient publiques pour une raison. 2 heures plus tard, Bobby ressortait avec une enveloppe Kraft contenant des actes de propriété, des licences commerciales et des actes de divorce. Les empreintes digitales de Trevor Quinn étaient omniprésentes sur la moitié des transactions immobilières les plus douteuses du comté. Plus important encore, son divorce avec sa première femme révélait un système de dissimulation d'actifs et de manipulation financière qui intéresserait vivement les ennemis politiques du sénateur Quinn. Mais Bobby ne s'intéressait ni aux crimes financiers ni à la dénonciation de la corruption. C'était pour ceux qui se battaient avec des avocats et des conférences de presse. Bobby Mills se battait avec ses mains. Ce soir-là, Bobby était assis à la table de sa cuisine pour aider Emma à faire ses devoirs, tandis que Diana préparait le dîner avec un enthousiasme inhabituel. Elle fredonnait doucement, consultait fréquemment son téléphone et semblait rayonner d'une énergie que Bobby n'avait pas vue depuis des années. « Papa, c'est quoi un héritage ?» demanda Emma en désignant un mot de son devoir de lecture. « Un héritage, c'est quelque chose que tu laisses derrière toi pour que les gens se souviennent de toi, » expliqua Bobby. « Quelque chose qui montre qui tu étais vraiment. » Diana jeta un coup d'œil par-dessus la cuisinière. « C'est morbide, Bobby. » Elle a 8 ans. Grand-mère Rose dit que notre jardin était un héritage. Emma continua. Elle dit, chaque graine que nous plantions poussait et donnait naissance à de nouvelles graines, et celle-ci en donnait encore plus pour toujours. C'est tout à fait ça, ma chérie. Bobby croisa le regard de Diana de l'autre côté de la cuisine. Certains héritages durent éternellement. D'autres, fit-il en désignant la fenêtre donnant sur le jardin détruit. D'autres peuvent être rasés du jour au lendemain. Pour la première fois de la journée, le sourire de Diana vacilla. Après qu'Emma se fut couchée, Bobby s'assit sur la véranda avec une bière, étudiant l'enveloppe manille. Diana était à l'intérieur, en train d'envoyer un SMS à Trevor Quinn, préparant leur prochaine réunion. Elle se croyait futée, pensait que Bobby était trop occupé par son travail pour remarquer les réunions tardives, les nouveaux vêtements, son intérêt soudain pour le développement personnel. Elle pensait que Bobby était le même homme confiant qu'il avait épousé 20 ans plus tôt. Elle avait tort. Bobby Mills avait passé 2 décennies à construire des choses durables. Il avait appris que les meilleures structures exigeaient une planification parfaite et une exécution impeccable. Il avait appris que les raccourcis menaient à l'effondrement et que la trahison entraînait des conséquences permanentes. Diana avait détruit le jardin d'Emma parce qu'il représentait tout ce qu'elle voulait éliminer de la vie de leur fille. La stabilité, les liens familiaux, l'idée que certaines choses valaient la peine d'être entretenues pour elles-mêmes. Demain matin, Diana apprendrait que certaines choses, une fois détruites, ne peuvent jamais être reconstruites. Et que certaines personnes, une fois trahies, n'oublient jamais.
Chapitre 2. Les fondations se fissurent. Bobby se réveilla à 5 heures du matin, à la même heure qu'il s'était levé pendant 20 ans. Diana était allongée à côté de lui, son téléphone posé sur la table de nuit, une main manucurée le serrant encore, même dans son sommeil. Elle avait envoyé des SMS jusqu'à presque minuit, ses pouces parcourant l'écran avec une urgence adolescente. Dans la cuisine, Bobby prépara du café et examina les documents qu'il avait obtenus la veille. L'empire commercial de Trevor Quinn paraissait impressionnant de l'extérieur. Bureau de luxe, projet prestigieux, relations politiques. Mais Bobby savait que le secteur de la construction savait ce qui se passait lorsque les fondations reposaient sur du sable plutôt que sur la roche. Quinn Développement avait fait défaut sur 3 projets majeurs au cours des 5 dernières années. À chaque fois, Trevor avait utilisé des sociétés écrans et les relations politiques de sa femme pour échapper à de graves conséquences. Son MMO était simple, séduire des femmes mariées fortunées, utiliser leurs ressources pour financer de nouveaux projets, puis disparaître lorsque les choses se compliquaient. Diana correspondait parfaitement au schéma. Elle avait accès à leur compte joint. Elle connaissait les contacts professionnels de Bobby et était avide du style de vie sophistiqué que Trevor représentait. Elle se croyait probablement spéciale. Elle pensait que Trevor l'aimait vraiment. Bobby était presque désolé pour elle. Presque. Son téléphone vibra. Un SMS de son contremaître, Miguel Santos, qui travaillait avec Bobby depuis 15 ans. « Patron, on a des problèmes sur le projet Riverside. Les hommes de Quinn disent qu'on est en retard et menacent de résilier le contrat. » Bobby se rendit à Riverside Développement, un lotissement luxueux où son entreprise s'occupait des infrastructures tandis que Quinn Développement gérait le projet global. C'était le plus gros contrat jamais décroché par Mills Construction, d'une valeur de près de 2 millions de dollars. Trevor Quinn se tenait près de la caravane de chantier, adressant des gestes furieux à Miguel sous le regard de 3 de ses associés. Quinn ressemblait exactement à ce que Bobby attendait, grand, bronzé artificiellement, cheveux argentés plaqués en arrière, costume coûteux qui coûtait probablement plus cher que ce que Miguel gagnait en un mois. La voix de Bobby Trevor était faussement amicale. Le timing était parfait. Nous devons discuter de sérieux problèmes concernant l'avancement des travaux de votre équipe. Miguel lança un regard d'avertissement à Bobby. En 15 ans de collaboration, ils avaient développé un système de communication qui ne nécessitait pas de mots. L'expression de Miguel disait, « Ce type cherche la bagarre. » Quelles inquiétudes! La voix de Bobby resta posée. « Votre béton d'hier a échoué à l'inspection. On parle de tout refaire, ce qui nous prend des semaines de retard. » Trevor afficha le sourire qui précède les poursuites judiciaires. Naturellement, Mills Construction sera responsable de tous les coûts et retards. Bobby se dirigea vers la section en question, sachant immédiatement ce qu'il allait trouver. Le béton était parfaitement acceptable, assez bon pour les maisons de luxe que Trevor comptait vendre à des profits exorbitants. Mais il n'était pas parfait, et en construction, imparfait, il pouvait être instrumentalisé par quelqu'un cherchant à exercer un effet de levier. Ce béton est conforme à tous les codes et spécifications du bâtiment, dit calmement Bobby. Peut-être pour un de vos projets habituels, répondit Trevor. Mais Quinn Développement maintient des normes plus élevées. Nos acheteurs exigent la perfection. Bobby comprenait désormais le jeu. Trevor ne volait pas seulement sa femme. Il détruisait son entreprise. C'était élégant. Ruiner Bobby financièrement, forcer un divorce à l'amiable qui laisserait Diana sans rien, puis débarquer comme son sauveur. Elle n'aurait jamais à savoir que Trevor avait orchestré la chute de son mari. Je ferai faire une nouvelle inspection par un entrepreneur indépendant, dit Bobby. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai déjà pris des dispositions avec Hartley Construction pour terminer le projet. Le sourire de Trevor s'élargit. Ils commenceront demain. Hartley Construction appartenait au frère de Diana, Paul Hartley, un homme à qui Bobby avait prêté 50 000 $ 3 ans plus tôt, lorsque l'ancienne entreprise de Paul avait fait faillite. Un prêt jamais remboursé. Les pièces du puzzle s'étaient mises en place. Diana ne s'était pas contentée de fournir des informations à Trevor sur l'entreprise de Bobby. Elle avait activement œuvré à sa destruction. Son frère Paul faisait partie du complot, et avait probablement promis un pourcentage sur les projets Quinn une fois Bobby éliminé. « Vous résiliez notre contrat ?» demanda Bobby. « Rupture de contrat pour travail de mauvaise qualité », confirma Trevor. « Votre réputation dans cette ville est sur le point de devenir très intéressante, Bobby. Je vous suggère de commencer à réfléchir à des alternatives professionnelles.
Miguel s'avança, la mâchoire serrée par la colère, mais Bobby leva la main pour l'arrêter. La violence ne résoudrait pas le problème. Trevor s'attendait à la violence, et c'est probablement ce qu'il espérait. Un ouvrier du bâtiment qui s'emporte, voire se fait arrêter, rendrait l'histoire encore plus intéressante. Miguel, rangez le matériel. On en a fini. Tandis qu'il chargeait les outils dans les camions, Miguel prit Bobby à part. Le patron, c'est... Ce béton est parfait. Je fais ça depuis 20 ans. Je sais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bobby observait les associés de Trevor se pavaner sur le chantier comme s'ils en étaient propriétaires, ce qui était désormais leur propriété. Mais propriété et contrôle étaient deux choses différentes. Et Bobby Mills comprenait la différence mieux que quiconque. Nous allons construire quelque chose de nouveau, dit Bobby. Quelque chose qui dure. Ce soir-là, Bobby était assis dans son bureau à domicile, porte verrouillée, à consulter des fichiers sur son ordinateur. Diana était en bas en train de préparer le dîner. Elle cuisinait vraiment, pas des plats à emporter, ce qui signifiait que Trevor viendrait plus tard. Elle cuisinait toujours quand elle était nerveuse ou excitée. Bobby accédait à ses comptes professionnels, vérifiait les soldes et examinait les transactions récentes. Tout semblait normal, mais il remarqua alors quelque chose d'intéressant. Diana posait plus de questions sur leurs finances ces derniers temps, notamment sur les comptes retraite et les assurances-vie de Bobby. Elle anticipait. Bobby ouvrit une nouvelle fenêtre de navigateur et chercha des documents fonciers à la Barbade, aux îles Caïmans et au Costa Rica, des endroits où de riches Américains disparaissaient pour prendre un nouveau départ. Il lui fallut 2 heures, mais il trouva ce qu'il cherchait. Trevor Quinn possédait une luxueuse villa au Costa Rica. Achetée par l'intermédiaire d'une société écran 6 mois auparavant, la propriété valait près de 3 millions de dollars, bien plus que ce que Trevor pouvait se permettre compte tenu de ses revenus légitimes. Plus important encore, elle était enregistrée sous un nom autre que celui de Trevor Quinn, celui de Thomas Kinland. Une recherche rapide révéla que Thomas Kinland avait épousé une riche veuve en Arizona 5 ans auparavant. Elle mourut dans un accident de voiture 18 mois plus tard, laissant tout à Kinland. La police de l'Arizona avait enquêté, n'avait trouvé aucune preuve d'acte criminel et avait classé l'affaire. Mais Bobby avait découvert quelque chose que la police de l'Arizona avait manqué, des dossiers médicaux indiquant que Madame Kinland avait reçu une prescription de médicaments pour une maladie cardiaque, médicaments qui devenaient mortels lorsqu'ils étaient combinés à de l'alcool. Le soir de sa mort, elle avait dîné dans un restaurant chic. Les registres du restaurant montraient qu'elle avait commandé du vin. Trevor Quinn n'était pas qu'un escroc. C'était un tueur. Bobby avait tout imprimé et l'avait ajouté à son enveloppe manille. Puis il avait passé 3 appels. Le premier était destiné à un détective privé nommé Ray Duncan, un ancien policier spécialisé dans les fraudes à l'assurance. Bobby avait déjà fait appel à ses services lorsque des employés avaient déposé des déclarations de sinistre pour blessures suspectes. Le deuxième était destiné à son avocat, Kevin Walsh, un homme qui avait géré son contrat commercial pendant 10 ans. Kevin lui devait une faveur. Bobby avait témoigné en sa faveur lors d'un divorce difficile qui aurait pu lui coûter sa licence d'avocat. Le troisième appel était destiné à sa mère. « Maman, j'ai besoin que tu emmènes Emma quelques jours, peut-être une semaine. » « Bobby, que se passe-t-il? » « J'aurais dû m'en occuper il y a longtemps. Mais Emma ne peut pas être là quand ça arrivera. » Rose Mills avait élevé son fils dans un monde où les promesses comptaient et où la trahison avait des conséquences. Elle n'a pas demandé de détails. Je viendrai la chercher demain après l'école. Merci, maman et maman. Quoi que tu entendes de moi dans les semaines à venir, souviens-toi qu'Emma passe avant tout. Toujours. Je sais, fiston. Je sais. Bobby raccrocha et fixa l'enveloppe en papier craft contenant les secrets de Trevor Quinn. Diana se croyait intelligente, pensait avoir trouvé un moyen d'améliorer sa vie sans conséquence. Elle pensait que Bobby n'était qu'un autre mari ouvrier qui se laisserait abattre. Elle allait apprendre que Bobby Mills ne se laissait pas abattre. Il roulait en avant. En bas, Diana mettait la table avec leur belle porcelaine, les assiettes qu'il n'utilisait que pour les fêtes et les occasions spéciales. Elle avait enfilé une robe noire que Bobby n'avait jamais vue, et ses cheveux étaient coiffés différemment, plus doux, plus romantiques. « Tu es bien habillé, observa Bobby. Je pensais qu'on pourrait dîner ensemble. On ne fait plus jamais ça. Le sourire de Diana était travaillé, le genre qu'elle utilisait pour demander des choses chères.
On pourrait peut-être parler de vacances sous les tropiques. Ça a l'air cher. On peut se le permettre. Vos affaires marchent tellement bien. Diana se rapprocha, caressant la poitrine de Bobby de ses doigts. Tu travailles si dur pour nous. Tu mérites de te détendre. Bobby lui prit la main et étudia son visage. C'était un adieu. Il réalisa qu'elle disait adieu à 20 ans de mariage, au père de son enfant, à l'homme qui lui avait donné tout ce qu'elle avait toujours demandé. Elle disait adieu parce qu'elle pensait tout emporter avec elle. Tu sais quoi, Diana? Tu as raison. Je mérite mieux. Quelque chose brilla dans ses yeux. De la surprise, peut-être même de la peur. Mais son téléphone vibra et elle fut à nouveau distraite, lisant un autre message de son avenir qui n'incluait ni Bobby ni Emma. Je travaillerai tard ce soir, dit Bobby. Ne m'attends pas. Il l'embrassa sur le front, respirant son parfum coûteux, se souvenant de l'instant. Demain, tout changerait. Demain, Diana apprendrait que détruire le jardin d'Emma était la pire erreur qu'elle ait jamais commise, car Bobby Miss s'apprêtait à planter ses propres graines. Des graines qui allaient germer et avoir des conséquences que Diana ne pouvait même pas imaginer. Chapitre 3. Le premier document. Bobby arriva à son bureau avant l'aube. L'enveloppe en papier craft contenant les secrets de Trevor Quinn était enfermée dans le coffre-fort de son camion. Il avait passé la nuit à planifier, se souvenant des leçons de patience que sa mère lui avait enseignées et de la construction durable que son père lui avait enseignée. À 6 heures du matin, Miguel et l'équipe principale s'étaient rassemblés dans la caravane. C'étaient des hommes avec qui Bobby travaillait depuis des années. Louis, capable de manipuler n'importe quel engin lourd. Jake, dont le travail électrique était si précis qu'il ressemblait à de l'art. Tom, qui pouvait lire le béton comme d'autres lisent les livres. Ils étaient plus que des employés. C'étaient des artisans fiers de leur travail. Les gars, sachez que la perte du contrat Quinn n'est pas de votre faute, commença Bobby. Le béton était parfait. Le travail était parfait. Ce qui s'est passé hier était d'une toute autre nature. Miguel prit la parole. Patron, on a des familles. Si l'entreprise fait faillite, elle ne fera pas faillite, mais on va faire des changements. Bobby sortit des copies des nouveaux contrats qu'il avait préparés la veille. Chaque homme dans cette pièce obtient une augmentation de 10%, effective immédiatement. Et chacun reçoit une prime calculée sur les bénéfices de l'entreprise. Les hommes échangèrent un regard. Dans le bâtiment, les augmentations étaient généralement accordées après des projets réussis, et non après la perte de contrats importants. Il y a un piège, poursuivit Bobby. Ce que je vais vous dire ne quittera jamais cette pièce, et ce que nous allons faire pourrait rendre certains habitants de cette ville très mécontents de nous. Jake, un vétéran de 30 ans qui avait travaillé avec le père de Bobby, se pencha en avant. Quel genre de mécontentement? Le genre où ils essaient de détruire notre réputation, peut-être même notre vie. Bobby soutint le regard de chacun. Je ne vais pas vous mentir. Ça pourrait mal tourner. Quiconque veut partir peut partir maintenant. Plein salaire. Sans rancune. Personne ne bougea. Louis, dont la fille entrait à l'université à l'automne, demanda doucement, « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, patron ?» Bobby avait embauché Louis à sa sortie de prison, lui avait donné sa chance alors que personne d'autre ne le ferait. Louise n'avait jamais oublié cette gentillesse, et Bobby n'avait jamais regretté cette décision. Ils en ont fait une affaire personnelle, dit simplement Bobby. Ils ont impliqué ma fille. Cela changea tout. Ces hommes avaient travaillé dans le jardin de Bobby, assisté aux fêtes d'anniversaire d'Emma, l'avaient vu grandir, depuis son plus jeune âge qui les suivait sur les chantiers jusqu'à sa brillante enfance de 8 ans qui connaissait le nom de chaque outil et pouvait repérer un travail de qualité à 50 mètres. Emma était aussi leur princesse. « Que voulez-vous que nous fassions ?» demanda Miguel. Bobby étala des plans sur la table de conférence. Non pas des plans de construction, mais des cartes détaillées de chaque propriété que Trevor Quinn possédait ou construisait dans le comté. Nous allons construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui montrera à cette ville qui est vraiment Trevor Quinn. À 9 heures, Bobby entra dans le bureau de l'inspecteur des bâtiments du comté, un certain Frank Morrison, qui approuvait son travail depuis 15 ans. Frank était honnête, compétent et parfaitement dans les règles. Exactement le genre de fonctionnaire qui détestait être manipulé. Bobby avait entendu parler de l'affaire Quinn. C'est dur, mec. Frank, j'ai une question à te poser, et j'aimerais que tu réfléchisses bien avant de répondre.
Bobby déposa une photo sur le bureau de Frank, une photo du port du béton que Trevor avait rejeté. Y a-t-il quelque chose qui cloche dans ce travail? Frank examina la photo pendant plusieurs minutes, son œil exercé examinant chaque détail. C'est un travail magnifique, Bobby. Lignes épurées, agrégation correcte, finition excellente. Je l'approuverai sans hésiter. Trevor Quinn prétend que l'inspection a échoué. Le visage de Frank s'assombrit. Je n'ai jamais inspecté ce béton. Le bureau de Quinn appela pour dire qu'ils effectuaient leurs propres inspections avec des entrepreneurs privés. Des entrepreneurs privés qui travaillent pour Quinn. Ouais. Frank se renversa dans son fauteuil. Bobby, je fais ça depuis 25 ans. J'ai vu tous les trucs possibles et imaginables. Qu'est-ce que Quinn t'a fait? Ce n'est pas une question de normes de construction. C'est autre chose. Bobby déposa un autre document sur le bureau de Frank, un formulaire de plainte demandant une enquête approfondie sur les pratiques d'inspection de Quinn Développement. Seriez-vous prêt à vérifier combien de projets de Quinn ont fait appel à des inspecteurs privés plutôt qu'aux autorités du comté? Frank prit le formulaire et le lut attentivement. Cela pourrait prendre des semaines, voire des mois. J'ai le temps. Cela pourrait aussi mettre en colère des personnes influentes. Quinn est marié à une sénatrice. Je sais. Frank a signé le formulaire de plainte. Je vais commencer par ses projets en cours et remonter à l'envers. Si Quinn a contourné les inspections du comté pour dissimuler des travaux non conformes, il faut que les gens le sachent. À 11 h, Bobby rencontra Ray Duncan, le détective privé, dans un restaurant de l'autre côté de la ville. Ray était un homme mince d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et au regard vigilant qui ne manquait de rien. Il avait été détective pendant 20 ans avant de créer sa propre agence. L'intéressant à lire, dit Ray en tapotant le dossier contenant les informations sur Trevor Quinn. Thomas Quinland, mort mystérieuse, sociétés écran au Costa Rica. Vous savez ce que vous insinuez. Je ne suggère rien. Je vous demande d'enquêter. Bobby, si ce type est vraiment ce que vous croyez, alors vous n'avez pas seulement affaire à une infidélité et à une fraude commerciale. Vous avez affaire à quelqu'un qui tue des gens pour de l'argent. Alors peut-être est-il temps que quelqu'un l'arrête. Ray étudia le visage de Bobby. Que voulez-vous que je trouve exactement? Tout. Dossier financier, habitudes de voyage, communication avec ma femme, lien avec d'anciennes victimes. Je veux savoir ce que Trevor Quinn a mangé au petit déjeuner il y a 3 ans. C'est beaucoup de travail. Un travail coûteux. Bobby glissa un chèque sur la table. C'est une avance. Il y en a d'autres. Ray empocha le chèque. Il me faudra quelques jours pour commencer. En attendant, tu devrais être prudente. Si Quinn soupçonne que tu l'enquêtes, laisse-le soupçonner. Je ne me cache pas. À 22 h, Bobby se rendit à l'école d'Emma. Elle était assise sous un arbre pendant le déjeuner, lisant un livre au lieu de jouer avec les autres enfants. Depuis la destruction du jardin, elle était plus silencieuse, plus renfermée. Dis donc, ma chérie. Emma leva les yeux, son visage s'illuminant. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais déjeuner avec ma fille préférée. Bobby s'assit à côté d'elle dans l'herbe. Qu'est-ce que tu lis? Ça parle des plantes. Tu savais que certaines fleurs peuvent pousser dans le désert, là où il n'y a presque pas d'eau? Je l'ignorais. Dis-m'en plus. On les appelle des succulentes. Elles stockent l'eau dans leurs feuilles pour survivre quand tout le reste meurt. Emma traça les images du doigt. Grand-mère Rose dit, on pourrait peut-être en planter dans notre jardin. Bobby sentit sa poitrine se serrer. Même avec son jardin détruit, Emma pensait encore à cultiver, croyant encore en un nouveau départ. Elle avait l'optimisme de sa grand-mère et la détermination de son père, une combinaison dangereuse, mais dans le meilleur des cas. Maman, Mamie Rose va te chercher après l'école aujourd'hui. Tu vas rester avec elle un petit moment. Combien de temps? Peut-être une semaine. Ça te va? Emma hocha la tête solennellement. À 8 ans, elle avait déjà appris que parfois les adultes prenaient des décisions que les enfants ne comprenaient pas. Tu te disputes avec maman? Bobby choisissait ses mots avec soin. Parfois, les adultes ont des problèmes à résoudre. Mais quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que tu es la chose la plus importante dans ma vie. Toujours plus importante que ta compagnie. Bien plus importante que maman.
La question frappa Bobby comme un coup de poing. Emma l'a posée parce qu'elle pressentait la vérité, le mariage de ses parents était terminé. Que tout allait changer. Elle l'a posée parce qu'elle avait besoin de savoir où elle en était dans ce désastre. Emma, tu es mon cœur. Tu es mon héritage. Tout ce que je fais, je le fais pour toi. Elle hocha de nouveau la tête, satisfaite. Papa, oui. Quand je serai grande, je veux construire des choses comme toi, mais je veux aussi construire des jardins. Tu peux construire ce que tu veux, ma chérie. Le monde t'appartient. Ce soir-là, Bobby était assis dans son pick-up devant le studio de yoga de Diana, la regardant sortir avec Trevor Quinn. Ils essayaient d'être discrets, partant chacun de leur côté, se retrouvant à sa voiture au coin de la rue. Mais Bobby s'y attendait, il observait leur comportement depuis des semaines. Diana était radieuse comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Elle rit à une remarque de Trevor, lui toucha le bras avec une familiarité intime. Ils étaient à l'aise ensemble, naturels. Ce n'était pas une liaison nouvelle. C'était une relation qui se construisait depuis des mois, peut-être plus longtemps. Trevor lui ouvrit la portière, jouant les gentlemen. Il était beau d'une manière évidente, réussi d'une manière éclatante. Il représentait tout ce que Diana pensait qu'elle désirait, la sophistication, la richesse, l'excitation. Il représentait aussi tout ce que Bobby était sur le point de détruire. Le téléphone de Bobby. Un SMS de Diana. En retard ce soir. Ne m'attends pas. Un autre mensonge. Une autre petite trahison ajoutée à une montagne de plus grosses. Bobby rentra chez eux, se servit un whisky et s'assit à la table de la cuisine avec l'enveloppe en papier craft. Demain, il commencerait à mettre son plan à exécution. Demain, il commencerait à construire quelque chose de nouveau sur les cendres de son mariage. Ce soir, il pleurerait la femme qu'était Diana. La jeune institutrice dont il était tombé amoureux 20 ans plus tôt. La jeune maman enthousiaste qui avait pleuré quand Emma avait fait ses premiers pas. L'épouse qui lui avait autrefois fait croire à l'éternité. Cette femme était partie, remplacée par quelqu'un que Bobby ne reconnaissait pas, quelqu'un capable de détruire le jardin d'un enfant sans remords. Mais si Diana pensait que Bobby disparaîtrait discrètement, elle se trompait. Bobby Mills construisait des choses pour durer, et il s'apprêtait à construire la chose la plus permanente de toutes, des conséquences qui suivraient Diana et Trevor Quinn pour le restant de leurs jours. Dès le lendemain matin, Diana pâlirait à la lecture du premier document que Bobby avait préparé pour elle, le document qui commencerait à lui apprendre quel genre d'homme elle avait trahi. Chapitre 4. Le piège tendu. Bobby se réveilla avant l'aube et trouva le côté du lit de Diana vide et froid. Elle n'était pas rentrée. Son sac de voyage avait disparu, tout comme son passeport. Des détails que Bobby traquait depuis des semaines. Elle se préparait à quelque chose de plus important qu'une liaison. Elle se préparait à disparaître. Le document que Bobby avait préparé gisait sur le comptoir de la cuisine, scellé dans une enveloppe en papier craft, avec le nom de Diana écrit en lettres capitales. À l'intérieur se trouvait une copie des biens immobiliers de Trevor Quinn au Costa Rica, ainsi que des coupures de presse sur Thomas Quinlan et sa défunte épouse en Arizona. Mais ce n'était que l'apéritif. À 7 heures du matin, Bobby était dans sa caravane de bureau, en train de coordonner son équipe. Ils avaient de nouveaux projets en vue, des petits boulots, mais un travail régulier qui les occuperait. Pendant que le plan de Bobby se déroulait, Miguel avait des questions sur les commandes de fourniture, et Louise avait besoin d'une autorisation pour la location de matériel. Le patron j'écapla depuis l'entrée. Vous avez de la visite. Trevor Quinn se tenait devant la caravane, ne s'embarrassant plus de fausses amitiés. Son costume coûteux était impeccablement repassé malgré l'heure matinale, et son sourire exprimait l'assurance d'un homme qui se croyait déjà vainqueur. Bobby, il faut qu'on parle. Bobby sortit, laissant Trevor découvrir l'ampleur et l'étendue de son entreprise. Mills Construction n'avait peut-être pas les relations politiques de Quinn, mais elle avait quelque chose de plus précieux, le respect de tous les artisans des 3 comtés. À propos de quoi? À propos de votre femme. Le sourire de Trevor s'élargit. Diana m'a raconté des choses intéressantes sur votre situation financière. Apparemment, Mills Construction n'est pas aussi prospère qu'il le paraît. Bobby garda le silence, laissant Trevor dévoiler son jeu. Voyez-vous, Diana a accès à vos comptes professionnels, à vos déclarations fiscales, à tout. Et ce qu'elle a découvert, c'est une entreprise en difficulté depuis des années,
dissimulant des dettes et commettant probablement des fraudes pour se maintenir à flot. Trevor s'est approché. Je détesterais que cette information soit rendue publique. Mauvais pour les affaires. Vous savez quoi? Vous voulez un divorce net? Diana obtient la maison, la moitié des actifs de l'entreprise et la garde principale d'Emma. Vous ne contestez rien. Ne faites pas de vagues, et je veillerai à ce que vos petites irrégularités comptables restent confidentielles. Bobby sentait son équipe l'observer depuis l'intérieur de la caravane. La main de Miguel était posée près d'un pied de biche, prêt à défendre son patron si nécessaire. Mais ce n'était pas un combat qui pouvait être gagné par la violence. Et si je refuse, Diana demandera le divorce de toute façon, ainsi qu'une plainte auprès du Conseil des licences d'État concernant vos pratiques commerciales. Vous perdrez tout. Entreprise, maison, fille, liberté. Les accusations de fraude sont une affaire sérieuse. Trevor était doué. Il avait monté un piège élégant en utilisant les informations privilégiées de Diana et le succès de Bob contre lui. Les documents commerciaux auxquels Diana avait accès pourraient être interprétés comme des preuves d'irrégularité financière s'ils étaient examinés par le procureur compétent. Le témoignage d'une ex-femme vindicative serait dévastateur. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Vous avez 48 heures. Diana a déjà déménagé, au fait. Elle est en sécurité en attendant d'examiner ses options. Après le départ de Trevor, Bobby était assis dans son camion, à analyser la menace. Diana et Trevor préparaient cela depuis des mois, probablement plus longtemps. Ils avaient analysé ses documents commerciaux, identifié ses vulnérabilités potentielles, élaboré une stratégie juridique destinée à le détruire complètement. Ils avaient également commis une erreur cruciale. Ils avaient supposé que Bobby Mills était le même homme confiant qui avait bâti son entreprise grâce à son travail acharné et à son honnêteté. Ils pensaient qu'il se battrait loyalement, suivrait les règles et respecterait les limites. Ils avaient tort. Bobby s'est rendu à sa banque, dont il était client depuis 20 ans. La directrice, Suzanne Chin, avait financé tous les achats importants de Bobby. Son premier camion, sa maison, son matériel de construction. Bobby, comment va Emma? Elle continue à aménager des jardins avec sa grand-mère. En fait, c'est en partie pour ça que je suis là. Bobby déposa un dossier sur le bureau de Suzanne. Je dois restructurer certains comptes. Pour des raisons professionnelles. Ce que Bobby ne dit pas à Suzanne, c'est qu'il se préparait à ce moment depuis des semaines. Depuis, il avait remarqué l'intérêt croissant de Diana pour leurs finances. Il avait discrètement transféré des actifs, ouvert de nouveaux comptes, créé une structure financière à laquelle Diana ne pouvait ni accéder ni tracer. Les documents commerciaux que Diana pensait contrôler ne contenaient que ce que Bobby voulait qu'elle voie. Je dois aussi discuter d'une demande de prêt, poursuivit Bobby. Mills Construction se lance dans le développement commercial. Nous aurons besoin de capitaux importants. Suzanne examina les documents préliminaires fournis par Bobby. C'est ambitieux, Bobby. Tu parles de concurrencer directement des entreprises comme Queen Développement. Parfois, la concurrence est nécessaire. À midi, Bobby avait visité 3 autres banques, 2 cabinets d'avocats et une agence immobilière commerciale. Le soir, il avait posé les bases d'une nouvelle entreprise, Mills Développement Corporation, avec suffisamment de capitaux pour soumissionner sur des projets d'envergure dans toute la région. Trevor Quinn était sur le point de découvrir que Bobby Mills n'était pas seulement un ouvrier du bâtiment chanceux. C'était un homme d'affaires qui comprenait que dans le capitalisme, l'argent n'était qu'un outil parmi d'autres. Et Bobby Mills savait s'en servir. Ce soir-là, Bobby se rendit chez sa mère pour dîner avec Emma. Rose avait préparé le plat préféré d'Emma, des croque-monsieur et de la soupe à la tomate, et ils mangèrent à la petite table de la cuisine où Bobby avait fait ses devoirs 30 ans plus tôt. « Papa, grand-mère Rose m'a montré des photos du jardin que vous aviez aménagé avec elle quand vous étiez petit, » dit Emma, le visage animé d'excitation. Elle ajouta, « Tu as planté un pommier tout seul. » « Cet arbre pousse encore dans le jardin de grand-mère, » répondit Bobby. « Tu veux le voir après le dîner ?» Ils sortirent ensemble, la petite main d'Emma dans celle de Bob, jusqu'au pommier qui mesurait maintenant 6 mètres de haut. Ses branches étaient chargées de fruits et ses racines étaient profondément enfoncées dans le sol. « Certaines choses mettent du temps à pousser, » dit Rose en les rejoignant dans le jardin. « Mais lorsqu'elles sont bien plantées, avec un bon terreau et des soins appropriés, elles durent éternellement. » Bobby avait compris la leçon. Sa mère avait appris à Emma la patience et la persévérance.
La différence entre les solutions miracles et les solutions durables. Grand-mère, on peut planter un autre arbre, demanda Emma. Peut-être chez papa. On verra bien, ma puce. Parfois, il faut enlever les vieilles pousses avant de pouvoir planter quelque chose de nouveau. Ce soir-là, Bobby était assis dans sa chambre d'enfant, entouré de documents d'urbanisme et de papiers juridiques. Son téléphone vibrait sans arrêt. Diana appelait, envoyait des SMS, se demandant probablement pourquoi il n'avait pas répondu à l'ultimatum de Trevor. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il appela Ray Duncan. J'ai des conclusions préliminaires, dit Ray sans préambule. Votre ami Thomas Kinland a été très occupé. 3 épouses, toutes riches, toutes décédées en moins de 2 ans de mariage. La police de l'Arizona n'a rien vu, car elle n'a examiné que le cas le plus récent. Et les autres? Accident de voiture au Nevada il y a 5 ans, noyade en Floride 3 ans auparavant. Tous ont été jugés accidentels, tous utiles au compte bancaire de M. Kinland. Preuves indirectes mais convaincantes. Police d'assurance souscrite peu avant chaque décès. Déclaration de témoins incohérente. Dossier financier montrant d'importants transferts juste avant les accidents. Bobby sentit une satisfaction froide s'installer dans sa poitrine. Et Diana? Il suit le même schéma. Cadeaux coûteux, voyage de luxe, promesse d'une nouvelle vie ensemble. Votre femme a déjà signé les documents préliminaires transférant une procuration à Quinn pour certaines questions financières. Elle lui donne le contrôle légal de nos biens. Un contrôle partiel suffisant pour accéder à nos comptes, faire des investissements, en gros tout voler sans techniquement commettre de vol. Très malin. Pas assez. Ray resta silencieux un instant. Bobby, je dois vous demander, qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce qui avait à voir avec cette information? Bobby regardait par la fenêtre de son enfance le pommier qu'il avait planté avec l'aide de sa mère. L'arbre qui était devenu fort et grand parce qu'il avait été planté avec patience, soigné avec soin et qu'on lui avait laissé le temps de développer des racines profondes. Je vais construire quelque chose qui dure, dit Bobby. Le lendemain matin, Diana trouverait le premier document que Bobby avait préparé pour elle. Elle avait appris que son mari n'était pas l'ouvrier du bâtiment naïf qu'elle pensait manipuler. Elle avait appris que Bobby Mills avait tendu son propre piège, un piège qui avait mis des années à se tendre, un piège qui allait capturer non seulement elle et Trevor, mais tous ceux qui les avaient aidés à trahir l'homme qui leur avait tout donné. À commencer par le frère de Diana, Paul, dont l'entreprise de construction était sur le point de perdre tous les contrats qu'elle avait obtenus grâce aux recommandations de Bobby. Le piège était tendu. Maintenant, Bobby n'avait plus qu'à attendre qu'ils y tombent. Chapitre 5, la pression monte. Le cri de Diana résonna dans la maison vide à 6h47. Bobby était déjà à son bureau lorsque son système de sécurité lui a envoyé l'alerte. Il a observé, grâce à des caméras cachées, Diana découvrir l'enveloppe en papier craft sur le comptoir de la cuisine, en lire le contenu et appeler Trevor, paniqué. Les documents laissés par Bobby avaient été soigneusement sélectionnés, des photos de la villa costaricaine de Trevor, des coupures de journaux sur les épouses décédées de Thomas Kinland et les procurations signées par Diana elle-même, qu'elle croyait confidentielles. Mais le plus dévastateur était une simple copie imprimée de leur compte bancaire commun. Des comptes qui affichaient maintenant un solde d'exactement $1. Bobby avait transféré leur argent sur de nouveaux comptes auxquels Diana n'avait pas accès. Des comptes ouverts au nom d'Emma avec Rose Mills comme fiduciaire. 20 ans de leur mariage étaient désormais détenus en fiducie pour l'avenir de leur fille. Diana ne pouvait pas toucher un centime sans la permission de Bobby. Son téléphone a sonné. Bobby, espèce de salaud. Que as-tu fait? Bonjour, Diana. Je vois que tu as trouvé mon petit cadeau. Tu ne peux pas faire ça. Cet argent est à moitié à moi. En fait, ce n'est pas le cas. Ces comptes ont été ouverts à mon nom uniquement, financés entièrement par les bénéfices de mon entreprise. Légalement, vous n'y aviez aucun droit. La voix de Bobby resta calme tandis que celle de Diana s'affolait. La maison, cependant, est en copropriété. N'hésitez pas à y vivre. Bien sûr, sans argent, vous pourriez avoir du mal à payer l'hypothèque, les charges et l'assurance. C'est illégal. Je vous poursuivrai pour tout. Avec quel argent? Votre avocat coûte cher, Diana. L'avocat de Trevor coûte encore plus cher. Et j'ai le sentiment que Trevor va bientôt être très occupé par ses propres problèmes juridiques. Grâce à ses caméras de surveillance, Bobby observait Diana fouiller frénétiquement des papiers,
probablement à la recherche de documents prouvant ses prétentions financières. Elle ne les trouverait pas. Bobby se préparait à ce moment depuis des mois. Que voulez-vous? La voix de Diana se brisa de désespoir. Je veux que vous compreniez une chose très importante, dit Bobby. Vous avez détruit le jardin d'Emma parce que vous pensiez que ce n'était que de la terre et des plantes. Mais ce jardin représentait 20 ans de ma vie. Construire quelque chose, tu l'as entretenu, tu l'as vu grandir. Tu l'as détruite en une matinée parce que ce n'était pas dans tes plans. Bobby, s'il te plaît. Maintenant, tu vas apprendre ce que l'on ressent quand on voit quelque chose qu'on a construit être détruit du jour au lendemain. Bobby raccrocha et appela immédiatement Paul Hartley, le frère de Diana. L'entreprise de construction de Paul survivait grâce au contrat que Bobby lui avait recommandé. Des travaux que l'équipe incompétente de Paul bâclait régulièrement avant que les gens de Bobby ne corrigent discrètement leurs erreurs. Paul, c'est Bobby. Il faut qu'on parle. Bobby, j'ai entendu parler du divorce. Je suis désolé, mais Diana est ma sœur, tu sais. Je dois la soutenir. Je comprends la loyauté familiale. C'est pourquoi je t'appelle pour te prévenir. À propos de quoi? Je mets fin à ma relation commerciale avec Hartley Construction avec effet immédiat. Je retire également mes recommandations à tous les entrepreneurs qui ont fait appel à tes services. Le silence s'est installé au téléphone. L'entreprise de Paul dépendait entièrement des recommandations de Bobby et surveillance. Sans ce soutien, Hartley Construction s'effondrerait en quelques semaines. Impossible. Nous avons des contrats. Vérifie tes contrats, Paul. Chacun d'eux contient une clause permettant à l'entrepreneur principal de résilier le contrat pour motif valable. Un travail de qualité inférieure est un motif valable. Bobby, allez. Ne me fais pas ça parce que tu en veux à Diana. Il ne s'agit pas de Diana. Il s'agit d'Emma. La voix de Bobby se durcit. Ma fille de 8 ans a vu son jardin se faire raser parce que ta sœur voulait me faire du mal. Tu as choisi ton camp, Paul. Maintenant, assume les conséquences. Bobby a ensuite appelé Frank Morrison, l'inspecteur des bâtiments du comté. Frank, c'est Bobby. Des progrès dans l'enquête Quinn? En fait, oui. J'ai examiné les projets de Quinn des 2 dernières années et j'ai découvert des tendances intéressantes. Des inspections privées non conformes aux normes du comté, des substitutions de matériaux mal documentés, des violations de sécurité négligées, probablement tout ce qui pourrait donner lieu à des poursuites. Mais Bobby, il y a autre chose. J'ai reçu un appel ce matin de l'État. Conseil des licences. Quelqu'un a déposé plainte contre Mills Construction, alléguant des irrégularités financières et des fraudes. Bobby s'y attendait. Diana. La plainte venait de Diana Mills et Paul Hartley. Ils prétendent que vous avez manipulé des contrats pour dissimuler des pertes commerciales, utilisé des matériaux de qualité inférieure et falsifié des rapports d'inspection. Que des mensonges. Je le sais. Tous ceux qui ont travaillé avec vous le savent, mais le Conseil d'État doit enquêter de toute façon. Ils veulent voir vos comptes, interroger votre équipe, examiner vos projets récents. Bobby sourit. C'était exactement ce qu'il espérait. Dites-leur que je coopérerai. Pleinement. Transparence totale. Bobby, n'êtes-vous pas inquiet? Même de fausses accusations peuvent nuire à votre réputation. Frank, je suis en affaires depuis 20 ans. Mes comptes sont impeccables, mon travail est parfait et mon équipe témoignera de ma moralité. Diana et Paul viennent de me donner l'occasion de prouver devant un tribunal qu'ils sont des menteurs. Qu'en est-il de l'implication de Quinn? Trevor Quinn a commis l'erreur de me menacer hier. Il m'a dit que Diana avait des preuves de fraude dans mon document commerciaux. La seule façon pour elle d'obtenir ces preuves était que Quinn l'aide à les fabriquer. Frank resta silencieux un moment, digérant les implications. Vous dites qu'ils ont créé de fausses preuves pour vous faire chanter? Je dis qu'ils ont simplement commis une conspiration et une extorsion, 2 crimes. Et ils l'ont fait par écrit. À midi, Bobby avait reçu des appels de 6 clients différents, tous s'enquérant des rumeurs qui circulaient concernant les problèmes financiers de Mills Construction. La nouvelle se répandait rapidement dans le secteur de la construction, et la plainte de Diana auprès du Conseil d'État des licences faisait déjà couler beaucoup d'encre. Bobby traitait chaque appel de la même manière. Une honnêteté totale sur la situation, une invitation à examiner personnellement ses comptes et la promesse que Mills Construction continuerait à fonctionner selon les normes les plus élevées, quels que soient ses problèmes personnels. 3 clients ont résilié leur contrat.
deux ont décidé d'attendre de voir comment l'enquête se déroulait. Une cliente, Sarah Martinez, propriétaire d'une chaîne de restaurants prospère, a appelé pour proposer à Bobby des travaux supplémentaires. « Je te connais depuis 10 ans, Bobby. Tu as construit mon premier restaurant quand je n'étais personne, tu m'as donné du crédit quand les banques ne le feraient pas. Si quelqu'un essaie de ruiner votre réputation par des mensonges, je veux vous aider à riposter. » La loyauté de Sarah a rappelé à Bobby pourquoi il avait passé 20 ans à bâtir des relations plutôt qu'à construire des bâtiments. Dans le bâtiment, la réputation était primordiale, et celle de Bobby s'était bâtie sur des décennies de promesses tenues. Cet après-midi-là, Bobby s'est rendu au tribunal du comté pour rencontrer la procureure adjointe Jennifer Walsh. La fille de Kevin Walsh, procureur spécialisé dans la criminalité en col blanc. « Monsieur Mills, mon père, dit que vous avez des informations sur une potentielle affaire de complot. » Bobby a déposé un épais dossier sur le bureau de Jennifer. Trevor Quinn, alias Thomas Kinland, escroque des femmes fortunées depuis des années. Il cible actuellement ma femme avec l'aide de mon beau-frère, et ils ont déposé de fausses plaintes contre mon entreprise pour me contraindre à accepter un accord de divorce défavorable. Jennifer a examiné les documents, les preuves des identités multiples de Trevor, ses mariages avec des femmes fortunées décédées dans des circonstances suspectes, la chronologie de sa relation avec Diana, et des copies de la conversation menaçante que Trevor avait enregistrée sur son téléphone. C'est complet. Depuis combien de temps enquêtez-vous sur cet homme? 3 jours. Jennifer leva les yeux, surprise. 3 jours? On dirait des mois de travail. Je suis motivé, Monsieur Mills. Si la moitié de ce que je viens de dire est exact, on parle de fraude en série, d'usurpation d'identité, de complot, voire de meurtre. Êtes-vous prête à ce qui pourrait arriver lorsque nous commencerons à enquêter sur ces allégations? Je suis prête à tout, sauf à laisser Trevor Quinn détruire ma famille. Jennifer se renversa dans son fauteuil, scrutant Bobby avec le regard perçant d'une procureure qui a appris à décrypter les motivations des gens. Votre femme sera probablement inculpée elle aussi. Complot, dépôt de fausses plaintes, possible complicité de fraude. Je comprends. Votre fille saura que ses 2 parents sont des criminels. Bobby ressentit cela comme un coup dur, mais son expression resta inchangée. Ma fille saura que son père l'a protégée de gens qui auraient détruit sa vie pour de l'argent. Jennifer a pris des notes dans la marge du dossier. Je vais devoir me coordonner avec les autorités de l'Arizona et de la Floride concernant ces décès suspects. Cela pourrait prendre des semaines. J'ai le temps, Monsieur Mills. Je dois vous demander, quel est votre objectif? Que voulez-vous vraiment? Bobby pensa à Emma assise sous un arbre à l'école, lisant des articles sur les plantes qui pouvaient survivre dans le désert. À sa mère lui apprenant que certaines plantes, une fois plantées correctement, duraient éternellement. Au pommier dans le jardin de Rose qui produisait encore des fruits 20 ans après qu'un garçon les plantait de ses propres mains. Je veux que Trevor Quinn soit en prison pour le restant de ses jours. Je veux que Diana comprenne que les actes ont des conséquences. Et je veux que ma fille grandisse en sachant que son père s'est battu pour elle quand c'était important. Même si cela détruit votre mariage à jamais. Mon mariage a été détruit le matin où Diana a rasé le jardin d'Emma. Depuis, tout a été remis en ordre. Ce soir-là, Bobby a dîné avec Emma chez Rose. Emma était enthousiaste à propos d'un projet scolaire sur les arbres généalogiques et voulait inclure son jardin dans la présentation. « Papa, est-ce que je peux parler à tout le monde du jardin que nous allons planter ensemble? Quel est ce jardin, ma chérie? Celui que tu as promis. » Après avoir nettoyé l'ancien, les yeux d'Emma ont exprimé l'optimisme d'une enfant de 8 ans. Grand-mère Rose dit, parfois, il faut arracher les mauvaises herbes avant que les bonnes plantes puissent pousser. Bobby jeta un coup d'œil à sa mère, qui l'observait avec l'expression patiente de quelqu'un qui l'avait vu apprendre les dures leçons de la vie pendant des décennies. C'est tout à fait ça, monsieur. Parfois, ranger prend plus de temps que prévu, mais le nouveau jardin est toujours meilleur que l'ancien. Maman va-t-elle nous aider à planter le nouveau jardin? Bobby a pesé ses mots. Je ne pense pas que maman s'intéresse au jardinage. Emma hocha la tête solennellement. Ce n'est pas grave. On peut planter assez de fleurs pour tout le monde. Cette nuit-là, alors qu'Emma dormait dans l'ancienne chambre de Bobby, Rose et Bobby étaient assis sur la véranda, buvant du café et regardant les étoiles. Tu sais que ça va empirer avant de s'améliorer, dit Rose doucement. Je sais. Diana pourrait aller en prison. Emma pourrait perdre sa mère.
Emma a perdu sa mère le jour où Diana a choisi Trevor Quinn plutôt que sa propre fille. Rose resta silencieuse un long moment. Ton père aurait fait la même chose. Tu crois qu'il approuverait? Je pense qu'il serait fier que son fils sache faire la différence entre construire et détruire quelque chose. Rose tendit la main à Bobby et la serra. Souviens-toi juste qu'Emma a besoin de te voir construire, pas seulement détruire. Bobby comprenait que le piège qu'il avait tendu à Diana et Trevor était élaboré et dévastateur, mais il était essentiellement destructeur. Emma avait besoin de voir son père créer quelque chose de positif à partir des décombres de leur famille. Demain, Bobby commencerait à construire quelque chose de nouveau, pas seulement une entreprise ou un procès, mais un avenir où Emma pourrait grandir à l'abri de ceux qui l'utiliseraient comme levier dans leur jeu. Un avenir où les jardins pourraient pousser sans craindre d'être détruits par des gens qui n'en comprendraient pas la valeur. La pression montait sur Diana et Trevor, mais le véritable travail de Bobby ne faisait que commencer. Chapitre 6. Les titans du net. Le monde de Trevor Quinn commença à s'effondrer à 9h15 précise, lorsque des agents du FBI entrèrent dans son luxueux immeuble de bureau. De l'autre côté de la rue, Bobby observa les enquêteurs fédéraux transporter des cartons de documents tandis que les employés de Trevor se rassemblaient sur le trottoir, confus et effrayés. Ray Duncan avait été occupé. Les contacts des détectives privés et les forces de l'ordre avaient accéléré l'enquête multi-États sur les activités suspectes de Thomas Quinlan. La police de l'Arizona rouvrit son dossier sur la mort de Madame Quinlan. Les autorités de Floride commencèrent à examiner l'affaire de noyade et l'unité des crimes financiers du FBI commença à retracer les sociétés écrans et les comptes offshore de Quinn. Le téléphone de Bobby vibra, un SMS de Diana lui parvint. C'est insensé. Trevor fait l'objet d'une enquête pour meurtre. Il faut arrêter. Il ne répondit pas. Diana ne comprenait toujours pas qu'il ne s'agissait pas d'une vendetta de Bobby. C'était le passé de Trevor qui le rattrapait. Bobby avait simplement accéléré le cours des choses. Miguel apparut à côté du camion de Bobby. « Chef, vous voyez les nouvelles? » »« Quelles nouvelles? » Channel 7 parle d'une connexion avec le Costa Rica. Ils disent que Quinn pourrait être responsable de plusieurs morts dans plusieurs États. Miguel esquissa un sourire de satisfaction sauvage. Ils disent aussi que sa femme, la sénatrice, ignorait tout de sa véritable identité. La carrière politique de la sénatrice Patricia Quinn était un dommage collatéral que Bobby n'avait pas anticipé, mais il n'éprouvait aucune compassion. Une sénatrice incapable d'enquêter sur les antécédents de son propre mari ne méritait pas la confiance du public. Le téléphone de Bobby sonna. Jennifer Walsh, la procureure. Monsieur Mills, nous avons un problème. Diana et son frère ont engagé Clayton Rivers. Bobby connaissait son nom. Rivers était l'avocat pénaliste le plus cher de l'État, célèbre pour avoir fait acquitter des clients fortunés sur des points techniques. Ses honoraires commençaient à 50 000 $. Où Diana a-t-elle trouvé une telle somme? C'est ce que nous essayons de comprendre. L'acompte de Rivers a été versé en espèces, ce qui suggère qu'une personne disposant d'importants actifs liquides soutient sa défense. Bobby a immédiatement compris. Trevor s'était préparé à cette éventualité. Il avait probablement caché de l'argent sur des comptes auxquels Diana pouvait accéder. Même sous le coup d'une enquête fédérale, il essayait toujours de protéger son investissement dans Diana. Qu'est-ce que cela signifie pour l'affaire? Rivers tentera de présenter Diana comme une victime innocente manipulée par Quinn. Il soutiendra qu'elle ignorait tout des activités criminelles de Quinn et qu'elle était simplement une femme prise au piège d'un mariage violent, cherchant l'aide d'un ami compatissant et des fausses plaintes contre mon entreprise. Rivers prétendra que Diana suivait les conseils de Quinn, qu'elle croyait sincèrement que les irrégularités financières étaient réelles. Sans preuve solide de fraude intentionnelle, elle pourrait s'en tirer avec une simple tape sur les doigts. Il est possible que Bobby ait raccroché et soit resté assis dans son camion à analyser cette affaire. Il avait sous-estimé l'instinct de survie de Diana et la préparation de Trevor. Ils avaient anticipé l'éventualité d'une exposition et disposaient des ressources nécessaires pour minimiser les conséquences. Mais Bobby avait également prévu cela. Il s'est rendu à sa banque où Suzanne Chin l'attendait avec les documents que Bobby avait préparés des semaines auparavant. « Suzanne, je dois activer le transfert de fonds fiduciaires dont nous avons discuté. Tout, jusqu'au dernier centime. Je veux que l'avocat de Diana, chargé du divorce, découvre qu'il n'y a aucun bien matrimonial à réclamer. Tout est versé au fonds fiduciaire d'Emma, géré par ma mère, jusqu'à ses 25 ans. Suzanne a traité les formalités administratives,
transférant légalement la totalité du patrimoine net de Bob, soit près de 2 millions de dollars, dans une fiducie irrévocable au profit d'Emma. Selon la loi de Pennsylvanie, les fonds fiduciaires créés pour le bien-être d'un enfant ne pouvaient être réclamés dans le cadre d'une procédure de divorce. Diana n'obtiendrait rien. Bobby s'est ensuite rendu au cabinet de son avocat, où Kevin Walsh examinait l'enquête de la commission des licences d'État sur la construction de Mills. Bonne et mauvaise nouvelle, commença Kevin. La mauvaise nouvelle, c'est que la commission d'État prend la plainte au sérieux. Ils veulent interroger toute votre équipe, examiner chaque projet des 5 dernières années, et vérifier vos documents financiers. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Paul Hartley est un idiot. Il a présenté des documents falsifiés comme preuve contre vous. Des factures pour des matériaux que vous auriez soi-disant achetés mais jamais utilisés, des rapports d'inspection qui ne correspondent pas au registre du comté, des états financiers qui contredisent les relevés bancaires. Kevin a étalé les documents sur son bureau. Bobby, ces faux sont si évidents qu'un étudiant en première année de droit pourrait les repérer. Soit Paul n'a pas compris que les enquêteurs de l'État vérifieraient tout, soit il a paniqué et a fait un travail bâclé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que Paul vient de commettre un parjure et de rédiger de faux rapports, 2 délits. L'enquête du Conseil d'État va maintenant se concentrer sur qui l'a aidé à fabriquer ces documents et pourquoi. Bobby a étudié les faux papiers, reconnaissant le travail de Trevor dans leur sophistication. Trevor avait probablement créé les documents lui-même, ne faisant pas confiance à Paul pour les rédiger correctement, mais n'avait pas envisagé que les enquêteurs de l'État les recouperaient tous. Kevin, j'ai besoin que tu portes plainte au civil contre Paul Hartley, Diana Mills et Trevor Quinn pour complot, diffamation et ingérence dans les affaires. Ça va coûter cher. Un procès civil peut durer des années. Peu m'importe l'argent. Ce qui m'importe, c'est de constituer une preuve juridique de leur complot. Kevin a pris des notes dans son dossier. Bobby, je dois te demander, jusqu'où comptes-tu aller? La vie de ces gens est détruite. Leurs vies sont détruites par leur propre choix. Je m'assure simplement qu'ils en subissent les conséquences. Cet après-midi-là, Bobby a rencontré Emma à son école où elle participait à un projet de foire scientifique sur la résilience des plantes. Elle avait créé une exposition montrant comment différentes plantes s'adaptaient aux conditions difficiles, des succulentes du désert qui emmagasinaient l'eau, des fleurs alpines qui survivaient au gel, des mauvaises herbes qui prospéraient dans un sol pauvre. Papa, regarde. Je les ai fait pousser à partir de graines que grand-mère Rose m'a données. Emma a montré du doigt des petits pots contenant de minuscules pousses vertes. Elles fleuriront au printemps prochain. Elles sont magnifiques, ma chérie. La maîtresse a dit que je pouvais les planter dans le jardin de l'école si je voulais, mais que je voulais attendre et les planter dans notre jardin quand on l'aura réparé. Bobby s'est agenouillé à la hauteur d'Emma, scrutant son visage sérieux. À 8 ans, elle croyait encore aux fins heureuses. Elle croyait encore que les adultes régleraient les problèmes et amélioreraient les choses. Monsieur, je dois te dire quelque chose d'important. Maman va probablement devoir s'absenter un moment à cause de l'homme dans la voiture de luxe. Bobby était surpris. Tu le connais? Je l'ai vu aller chercher maman chez grand-mère Rose. Elle m'a dit que c'était juste un ami, mais elle le regardait comme les princesses regardent les princesses dans les films. La voix d'Emma était neutre, comme celle des enfants qui acceptent les complications des adultes qu'ils ne comprennent pas complètement. Est-ce un homme mauvais? Oui, ma chérie. C'est un très mauvais homme. Maman a-t-elle des ennuis à cause de lui? Bobby pesait ses mots avec soin. Maman a fait de mauvais choix. Maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Emma hocha la tête solennellement. Comme quand j'ai cassé le vase de grand-mère et que j'ai dû faire des corvées supplémentaires pour en acheter un nouveau. Exactement comme ça. Mais parfois, les conséquences d'adultes sont plus graves que les corvées supplémentaires. Va-t-elle aller en prison? Je ne sais pas. Peut-être. Emma resta silencieuse un instant, assimilant cette information avec la résilience que Bobby avait appris à reconnaître comme sa caractéristique principale. Papa, si maman va en prison, est-ce que je pourrais quand même la voir? Si c'est ce que tu veux, oui. Et seras-tu toujours mon papa quoi qu'il arrive? Toujours, pour toujours, quoi qu'il arrive. Emma sourit et retourna à son projet de science, satisfaite des réponses de Bobby. Elle avait la force émotionnelle de gérer la suite. Bobby réalisa qu'elle avait hérité de l'optimisme de Rose et de la détermination de Bobby, créant ainsi une base capable de résister à toutes les tempêtes. Ce soir-là,
Bobby reçut un appel de Ray Duncan lui faisant le point sur l'enquête fédérale. Ils trouvèrent la preuve irréfutable dans le bureau de Quinn, rapporta Ray. Des dossiers financiers attestant d'une fraude systématique remontant à 10 ans, de faux documents pour des achats immobiliers, de la correspondance avec plusieurs femmes correspondant au profil des cibles fortunées. Et Diana? Son nom apparaît dans des dossiers récents, accompagné d'informations financières détaillées sur vous, votre entreprise et vos actifs. Il existe également une chronologie pour ce qu'on appelle la phase 3, qui semble impliquer que Diana divorce et s'installe au Costa Rica. Phase 3, la stratégie de sortie de Quinn. Épouser la marque, liquider ses biens, éliminer tous les obstacles, puis disparaître dans un pays non extraditionnel avec l'argent. Bobby sentit une froide compréhension s'installer dans sa poitrine. Éliminer les obstacles. Quel type d'obstacles? Ce qui pourrait impliquer un ex-mari susceptible de causer des problèmes ou un enfant susceptible de compliquer la nouvelle identité. Les mains de Bobby se crispèrent au téléphone. Trevor n'avait pas seulement prévu de voler l'argent de Diana et Bobby. Il avait prévu d'éliminer Bobby et Emma. La destruction du jardin n'avait pas été liée à la valeur des propriétés ou aux nuisibles. C'était un test, un moyen de mesurer la réaction de Bobby à une provocation. Si Bobby avait accepté la perte en silence, Trevor aurait su qu'il pouvait passer à l'action sans résistance. Ray, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur les précédentes victimes de Quinn. Plus précisément, je dois savoir si l'une d'elles avait des enfants et ce qui leur est arrivé. Bobby, à quoi penses-tu? Je pense que Trevor Quinn ne prévoyait pas seulement de me voler mon argent. Je pense qu'il prévoyait de tuer ma famille. Le lendemain matin, Bobby mettrait en œuvre la phase finale de son propre plan, celui qui garantirait que Trevor Quinn n'aurait plus jamais l'occasion de faire du mal à une autre famille. Diana pensait se battre pour sa liberté. En réalité, elle se battait pour sa vie. Chapitre 7. La révélation. L'appel est arrivé à 3h47. Bobby a répondu à la première sonnerie, sachant déjà que c'était une mauvaise nouvelle. Monsieur Mills, ici l'inspectrice Sarah Kim de la police d'État de l'Arizona. Nous devons parler de Trevor Quinn immédiatement. Bobby s'est redressé dans son lit, parfaitement alerte. Que s'est-il passé? Nous avons rouvert l'enquête sur la mort de Madame Kinland sur la base de vos preuves. Que avons-nous trouvé? L'inspectrice Kim a marqué une pause. Monsieur Mills, nous avons trouvé des corps. Des corps? 3 tombes sur une propriété appartenant à Quinn, près de Phoenix. Les victimes semblent être des enfants âgés de 6 à 10 ans. Nous travaillons encore à l'identification, mais les premiers éléments suggèrent que ces enfants appartiennent aux précédentes victimes de Quinn. Bobby sentait le monde basculer. Trevor ne tuait pas seulement des femmes riches. Il assassinait leurs enfants pour éliminer les témoins et éviter les complications. Inspectrice, ma fille, Emma est-elle actuellement avec vous? Elle est avec ma mère. Ils sont en sécurité. Veillez à ce qu'ils le soient. Quinn est officiellement considéré comme armé et extrêmement dangereux. Nous avons émis des mandats d'arrêt fédéraux, mais il a disparu. Sa dernière localisation connue était dans votre secteur. Bobby s'habillait déjà. Et ma femme? Diana Mills a également disparu. Son téléphone est tombé en panne hier soir. Nous pensons que Quinn l'a peut-être emmené avec lui. L'a-t-il emmené, ou on ne sait pas, mais Monsieur Mills, d'après ce que nous avons découvert, Quinn élimine généralement les complices lorsqu'ils deviennent des responsabilités. Votre femme est peut-être en grand danger. Après avoir raccroché, Bobby a immédiatement appelé sa mère. Maman, je viens chercher Emma. On doit quitter la ville quelques jours. Bobby, que se passe-t-il? Trevor Quinn est un tueur en série. Il a tué des enfants. Maman, Emma n'est pas en sécurité tant qu'il est libre. La voix de Rose devint d'acier. On sera prêt. Bobby a ensuite appelé Miguel. J'ai besoin de l'équipe chez moi dans 30 minutes. Apportez des outils. Quel genre d'outils? Ceux qui protègent les familles. Lorsque Bobby est arrivé chez sa mère, il a trouvé Rose en train de charger un fusil de chasse avec la compétence de quelqu'un qui a grandi à la ferme. Emma dormait encore, inconsciente que son monde avait basculé dans un cauchemar. Elle ne sait pas, dit Rose doucement. J'ai pensé que c'était à toi de le lui dire. Bobby regarda sa fille endormie, le visage paisible dans la lumière du petit matin. À 8 ans, elle avait déjà perdu son jardin, la stabilité de son foyer et, de fait, sa mère.
Maintenant, elle risquait de perdre la vie parce que Diana avait choisi un monstre. On lui dira quand on sera en sécurité, décida Bobby. Pour l'instant, il faut juste qu'on bouge. Miguel et l'équipe arrivèrent alors que Bobby chargeait les affaires d'Emma dans son camion. C'étaient des hommes qui travaillaient avec Bobby depuis des années, qui comprenaient que la loyauté signifiait être présent à l'appel, sans poser de questions. « Le patron, de quoi avez-vous besoin ?» demanda Miguel. « J'ai besoin que vous surveilliez ma maison. Quinn pourrait venir nous chercher s'il se présente. » Bobby tendit son double de clé à Miguel. « Assure-toi qu'il ne parte pas », Miguel observa le visage de Bobby et hocha la tête d'un air sombre. « On comprend. » Bobby, Emma et Rose se rendirent en voiture à un chalet que Bobby possédait dans les montagnes, une propriété qu'il avait achetée des années auparavant pour investir, mais qu'il avait toujours prévu d'utiliser comme résidence secondaire familiale. C'était isolé, défendable et complètement isolé. Emma se réveilla pendant le trajet, désorientée par l'heure matinale et les circonstances étranges. « Papa, où allons-nous ? » « On prend de petites vacances, ma chérie. »« Et l'école ? » ?»« Tu vas manquer quelques jours. On se rattrapera plus tard. » Bobby passa la journée à fortifier le chalet pendant que Rose divertissait Emma avec des projets culinaires et des promenades dans la nature. Il vérifia les systèmes de sécurité, chargea les armes et établit des protocoles de communication avec les forces de l'ordre local. Le soir, les reportages parlaient des meurtres de Kinland. La photo de Trevor était diffusée sur toutes les chaînes, avec des détails sur les tombes en Arizona et l'enquête multi-État. La photo de Diana apparaissait à côté de la sienne, signalée comme disparue et potentiellement en danger. Bobby observait la couverture avec une satisfaction sombre. L'identité soigneusement construite de Trevor Quinn était démolie à la télévision nationale. Chaque détail de ses crimes était exposé. Chaque victime était commémorée. Chaque mensonge était révélé. Mais Trevor était toujours libre. Emma s'endormit tôt, épuisée par les perturbations de la journée. Rose était assise à côté de Bobby sur le porche du chalet, tous deux armés et alertes. « Tu crois qu'il va s'en prendre à elle ?» demanda Rose. « Je pense que Trevor Quinn est un prédateur acculé. Les prédateurs acculés sont imprévisibles. » Et Diana ? Bobby avait évité cette question toute la journée. « Je pense que Diana est déjà morte. Quinn ne laisse aucun témoin. » Rose resta silencieuse un instant. Emma va avoir besoin d'une thérapie, de beaucoup de soutien. Elle l'aura. Quoi qu'il lui en coûte, elle finira par poser des questions sur sa mère. Que vas-tu lui dire ? Bobby fixait l'obscurité derrière les lumières du chalet. Je lui dirai que certaines personnes font des choix irréversibles, et que parfois, protéger ceux qu'on aime signifie accepter que d'autres ne puissent être sauvés. À 23h30, le téléphone de Bobby sonna. L'afficheur affichait le numéro de Diana. Diana. Bobby. Sa voix était faible, effrayée. Oh mon Dieu, Bobby, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé pour tout. Où es-tu ? Je ne sais pas. Une sorte d'entrepôt. Bobby. Trevor. Il n'est pas celui que je pensais. Il est fou. Diana, écoute-moi bien. Es-tu blessé ? Pas encore, mais il prépare quelque chose. Il n'arrête pas de parler de détails à régler. La voix de Diana se brisa. Il va me tuer, Bobby. Et ensuite, il s'en prendra à Emma. Non, pas du tout. Je ne laisserai pas faire ça. Bobby, il y a quelque chose que tu dois savoir. Trevor prépare ça depuis plus d'1 an. Il a fait des recherches sur notre famille, nos finances, tout. Il m'a choisi spécifiquement parce que Diana sanglotait parce qu'il voulait te faire du mal. Que veux-tu dire ? Il est au courant pour ton père, pour l'accident de chantier qui l'a tué. Trevor était impliqué, Bobby. C'est son entreprise qui a négligé les règles de sécurité et causé l'accident. Il prépare sa vengeance contre ta famille depuis 20 ans. Bobby sentit la vérité le frapper comme un coup de poing. Trevor Quinn n'avait pas ciblé Diana au hasard. Il avait tout orchestré pour se venger de la famille Mills. L'affaire, le sabotage de l'entreprise, les menaces contre Emma. Tout cela était une vengeance pour le père de Bobby, qui avait révélé des violations de sécurité qui avaient coûté des millions d'amendes à l'entreprise de Quinn. Diana, où es-tu exactement ? Dans le vieux bâtiment 47 du quartier des entrepôts de Riverside. Bobby, ne viens pas ici.
Il t'attend. C'est un piège. Je sais que c'est un piège. Alors pourquoi? Parce que parfois, tomber dans un piège est le seul moyen d'y mettre fin. Bobby raccrocha et vérifia ses armes. Il avait tout ce qu'il fallait. Fusil, arme de poing, couteau et 20 ans d'expérience dans le bâtiment qui lui avait appris à se déplacer discrètement et efficacement dans les bâtiments. Rose apparut dans l'embrasure de la porte. Tu le poursuis. Je dois le faire. Tant que Trevor sera en vie, Emma ne sera jamais en sécurité. La police ne connaît pas le terrain comme moi. Elle n'a pas ma motivation. Bobby embrassa sa mère sur le front. Si je ne reviens pas, Emma aura tout. Élève-la pour qu'elle soit forte. Bobby, élève-la pour qu'elle soit forte, mais apprends-lui à être gentille. Ne laisse pas ce qui est arrivé à Diana l'empoisonner contre l'amour. Rose hocha la tête, comprenant que ce pourrait être un adieu. Ton père serait fier. Mon père comprendrait que certaines choses valent la peine de mourir. Bobby se dirigea vers le quartier des entrepôts de Riverside, sachant qu'il s'engageait dans le piège ultime de Trevor Quinn. Mais Trevor avait commis une erreur cruciale. Il avait supposé que Bobby viendrait seul, désespéré et non préparé. Au lieu de cela, Bobby Mills venait tel qu'il était. Un homme qui construisait des choses pour durer, qui tenait ses promesses, qui protégeait sa famille à tout prix. Trevor Quinn était sur le point d'apprendre la différence entre un prédateur et un protecteur, et un seul d'entre eux survivrait à la nuit. Chapitre 8, l'affrontement final. Le quartier des entrepôts de Riverside s'étendait le long de la rivière tel un cimetière d'ambition industrielle. Au centre se trouvait le bâtiment 47, une structure en briques de 3 étages que l'équipe de Bobby avait rénovée 5 ans plus tôt. Il connaissait chaque entrée, chaque angle mort, chaque faiblesse structurelle. Trevor avait soigneusement choisi l'emplacement, isolé, avec de multiples issues de secours et de nombreux endroits où se cacher. Mais il avait commis l'erreur de choisir un bâtiment que Bobby connaissait mieux que quiconque. Bobby se gara à 400 mètres et s'approcha à pied, se cachant dans les ombres et les débris de construction. Son téléphone vibra, affligé de SMS de Miguel. « Chef, les flics sont partout chez vous. Le FBI aussi. Ils savent que Quinn prépare quelque chose. Bien. Laissez-les venir. » Mais tout serait terminé avant leur arrivée. Bobby entra dans le bâtiment 47 par une entrée de service qu'il avait installée pendant la rénovation. Une porte dérobée, conçue pour l'accès à la maintenance, qui ne figurait sur aucun plan officiel. L'intérieur était sombre, à l'exception de lampes de travail à piles qui projetaient des ombres crues sur les espaces vides. La voix de Bobby Trevor résonna au 2e étage. « Je sais que vous êtes là. Rejoignez-nous. » Bobby se déplaçait prudemment au rez-de-chaussée, vérifiant les angles et les dégagements. Son expérience du bâtiment lui était précieuse. Il savait comment le son se propageait dans le bâtiment, là où des planches fragiles pouvaient trahir sa position, et quels itinéraires offraient le meilleur avantage tactique. Au 2e étage, Bobby les trouva. Diana était assise attachée à une chaise au centre de la pièce principale, le visage meurtri et les vêtements déchirés. Du sang coulait d'une coupure au front, mais elle était vivante et consciente. Trevor se tenait derrière elle, une main posée nonchalamment sur son épaule, l'autre tenant un pistolet. « Voilà mon vieil ami. » Trevor sourit avec un plaisir sincère. « Je commençais à croire que tu avais perdu ton sang-froid. » Bobby resta dans l'embrasure de la porte, le fusil prêt, mais pas encore pointé. « Lâche-la, Trevor. C'est entre nous. En fait, c'est entre nos familles. Ton père m'a tout coûté il y a 20 ans, Bobby. Tout. » Le sourire de Trevor s'effaça. Edward Mills témoigna que Quinn Construction avait délibérément ignoré les protocoles de sécurité pour économiser de l'argent. Son témoignage a mené à des enquêtes fédérales, à des poursuites pénales et à la destruction totale de l'entreprise de mon père. L'entreprise de votre père a tué 17 hommes par négligence criminelle. L'entreprise de mon père employait 300 personnes. Des familles comptaient sur nous. La voix de Trevor s'éleva, emplie d'une rage ancienne. Edward Mills a tout détruit avec son témoignage moralisateur. Il a préféré les morts aux familles vivantes. Bobby comprenait maintenant. Toute la vie de Trevor avait été façonnée par la haine envers la famille Mills. Les meurtres, la fraude, le complot de vengeance élaboré. Tout cela provenait d'une rancune vieille de 20 ans contre le père de Bobby. Alors, vous avez décidé de détruire ma famille.
J'ai décidé de vous offrir le même cadeau que votre père m'a offert, l'anéantissement total de tout ce que vous aimez. Trevor fit un geste vers Diana. Votre femme était étonnamment facile à séduire. Il suffisait d'attention et de cadeaux coûteux. Elle ne se doutait même pas qu'elle était manipulée. Diana sanglota doucement, comprenant enfin l'ampleur de sa trahison. Elle pensait privilégier l'amour au devoir, mais en réalité, elle avait choisi un prédateur plutôt que sa propre famille. La destruction du jardin n'était que le début, poursuivit Trevor. Je voulais que tu te sentes impuissant. Que tu vois ce que tu avais construit avec amour se détruire du jour au lendemain. Tout comme ton père a détruit tout ce que j'avais construit. Mon père a sauvé des vies en révélant les crimes de ta famille. Ton père était un imbécile moralisateur qui a privilégié les principes au pragmatisme. Tout comme toi. Trevor leva son pistolet. Mais ne t'inquiète pas, Bobby. Je ne vais pas te tuer rapidement. D'abord, je vais tuer Diana sous ton regard. Ensuite, je vais trouver Emma et la tuer aussi. La lignée du moulin s'éteint ce soir. Le fusil de Bobby s'est brisé, mais Trevor était déjà en mouvement, utilisant Diana comme bouclier humain. Oh, un seul coup de feu de toi et Diana meurt immédiatement. Ensuite, je disparais et traque ta fille à mon rythme. Bobby gardait son fusil pointé sur Trevor, mais n'arrivait pas à tirer correctement. Diana n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 20 ans. Emma, assurément, n'y était pour rien. Moi non plus. J'avais 16 ans quand ton père a détruit ma famille. Mais j'en ai quand même payé le prix, n'est-ce pas? Le visage de Trevor se tordait sous l'effet de décennies de rage réprimée. J'ai passé toute ma vie d'adulte à reconstruire ce qu'Edward Mills a détruit. Chaque dollar volé, chaque femme tuée, chaque crime commis, tout cela était un paiement pour cette dette. Tu as choisi de devenir un monstre. Personne ne t'y a forcé. Ton père me l'a imposé en ne me laissant pas d'autre choix. Bobby voyait maintenant la folie dans les yeux de Trevor. La déconnexion totale avec la réalité qui résultait d'années passées à justifier des actes de plus en plus horribles. Trevor croyait sincèrement être la victime, que tout ce qu'il avait fait était justifié par son traumatisme d'enfance. Trevor, écoute-moi. C'est fini maintenant. Laisse Diana partir et on pourra régler ça entre nous. Mantoman. Oh, on va régler ça. Mais d'abord, Diana doit comprendre les conséquences d'une trahison envers sa famille. Trevor appuya son arme contre la tempe de Diana. Dis au revoir à Bobby, ma chérie. Attends. La voix de Diana se brisa de désespoir. Trevor, je t'en prie. Je ferai tout ce que je peux. J'irai avec toi au Costa Rica. Je t'aiderai à disparaître. Tout ce que je peux. Trevor rit. Diana, tu ne comprends toujours pas. Je ne t'ai jamais voulu pour toi. Tu n'étais qu'un outil pour blesser Bobby, un moyen pour parvenir à mes fins. Mais je t'aime, et j'aime voir le visage de Bobby lorsqu'il réalise qu'il ne peut pas te sauver. Bobby fit son choix. Il tira. La balle toucha Trevor à l'épaule, le faisant pivoter loin de Diana, mais ne le tua pas. Le pistolet de Trevor se déchargea au plafond tandis qu'il tombait, et la chaise de Diana bascula en arrière, la laissant attachée, mais hors de portée de tir. Trevor roula derrière un pilier, blessé, mais toujours dangereux. Tu as raté, Bobby. Non, je ne l'ai pas fait. Bobby visait l'épaule. Il avait besoin de Trevor vivant pour la suite. Je saigne abondamment, cria Trevor. Mais j'ai encore assez de force pour finir. Bobby se déplaçait prudemment dans le dédale d'engins et de matériaux de construction. Utilisant sa connaissance de la configuration du bâtiment pour encadrer Trevor, il pouvait entendre sa respiration laborieuse. Il pouvait suivre ses mouvements grâce à la traînée de sang qu'il laissait. Vous savez ce qui est drôle? La voix de Trevor provenait de derrière une pile de plaques de plâtre. J'apprécie vraiment la compagnie de Diana. Elle est intelligente, séduisante, enthousiaste au lit. En d'autres circonstances, je l'aurais peut-être vraiment aimée. Bobby rejoignit Diana et coupa rapidement ses liens. Es-tu blessé? Juste un bleu. Bobby, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé pour tout. On verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin que tu partes d'ici. Et toi? Je vais finir ce que mon père a commencé. Diana hésita, puis embrassa doucement la joue de Bobby. Je sais que tu ne me le pardonneras jamais,
mais je veux que tu saches que ce que j'ai ressenti pour lui n'était pas réel. Emma et toi êtes ma famille. Vous l'avez toujours été. Je sais. Diana se dirigea vers la sortie tandis que Bobby traquait Trevor à travers les débris de construction. Le blessé s'affaiblissait, laissant plus de sang à chaque pas Bobby. La voix de Trevor était plus faible maintenant. Ton père ne t'a jamais dit toute la vérité sur cet accident de chantier, n'est-ce pas? Bobby continuait d'avancer, se rapprochant. Edward Mills n'était pas qu'un simple lanceur d'alerte. C'était le contremaître de ce chantier. Il était au courant des violations de sécurité et n'a rien dit avant que des personnes ne meurent. Il n'a témoigné que pour sauver sa peau. Bobby a trouvé Trevor effondré derrière un tas de bois, le visage blême par la perte de sang. Le pistolet était hors de portée, et Trevor était trop faible pour l'atteindre. Mon père était un homme bon, dit Bobby doucement. Ton père était un lâche qui a laissé mourir 17 hommes et a ensuite blâmé ma famille pour couvrir sa propre culpabilité. Bobby s'agenouilla près de Trevor, observant l'homme qui avait passé 20 ans à préparer sa vengeance contre une famille innocente. Tu sais quelle est la vraie différence entre toi et mon père? Quoi? Quand mon père faisait une erreur, il essayait de la réparer. Quand tu faisais une erreur, tu en faisais d'autres pour la dissimuler. Trevor rit faiblement. Épargnez-moi la morale. Finissez-en. Oh, je vais finir, mais pas comme vous le pensez. Bobby sortit son téléphone et composa le 911. Ici Bobby Mills. Je suis au bâtiment 47, dans le district de Riverside. J'ai appréhendé Trevor Quinn. Envoyez des ambulances et la police. Trevor le fixa, confus. Tu appelles à l'aide. J'appelle à la justice. Tu vas vivre, Trevor. Tu vas rester en procès pour chaque personne que tu as tuée. Tu vas passer le reste de ta vie en prison en sachant que c'est le fils d'Edward Mills qui t'a arrêté. Tu devrais me tuer. Je te tuerai. Je sais que tu le ferais. C'est la différence entre nous. Les sirènes de police hurlaient au loin, se rapprochant. Bientôt, le bâtiment serait rempli de forces de l'ordre, de personnel médical et d'agents fédéraux qui veilleraient à ce que Trevor Quinn ne fasse plus jamais de mal à une autre famille. La voix de Bobby Trevor n'était plus qu'un murmure. Et Diana? Et ton mariage? Bobby regarda vers la sortie où Diana avait disparu. Certaines choses peuvent être reconstruites, d'autres non. Diana et moi devrons déterminer à quelle catégorie nous appartenons. Et Emma? Emma grandira en sachant que son père a tenu ses promesses. Elle grandira en sachant que les gens bien se battent pour ce qui est juste, même dans les moments difficiles. Trevor ferma les yeux tandis que les sirènes s'intensifiaient. Ton père serait vraiment fier. Oui, dit Bobby. Il le serait. La police trouva Bobby assis calmement à côté de Trevor Quinn, inconscient, ses armes bien rangées et ses mains visibles. Diana se tenait près de l'entrée du bâtiment, prête à se rendre aux autorités fédérales. C'était fini. Trevor Quinn ne ferait plus jamais de mal à une autre famille. Diana subirait les conséquences de ses choix, mais elle vivrait. Emma grandirait en sécurité, sachant que son père l'avait protégée au plus fort. Et Bobby Mills avait tenu toutes ses promesses. Chapitre 9. Nouvelle croissance. 6 mois plus tard, Bobby se tenait dans son jardin avec Emma, tous deux pelles à la main. La terre rasée avait été entièrement déblayée, remplacée par de la terre fraîche et un aménagement paysager soigné. Ils avaient planifié ensemble un nouveau jardin, le concevant pour qu'il soit 2 fois plus grand que l'original. « Papa, es-tu sûr que les tomates pousseront ici ?» demanda Emma en déposant soigneusement les graines dans les trous préparés. « J'en suis sûr, mon cœur. » Grand-mère Rose dit, « C'est la meilleure terre que nous ayons jamais eue. » Emma avait grandi au fil des mois depuis la capture de Trevor. Elle était plus grande, plus sûre d'elle, et avait développé une compréhension mature des complexités de l'âge adulte qui impressionnait et attristait à la fois Bobby. Elle savait que sa mère était en prison. Elle savait pourquoi, et elle l'avait accepté avec la résilience qui semblait caractériser la famille Mills. Maman pourra-t-elle voir notre jardin à sa sortie? Diana avait été condamnée à 3 ans de prison à sécurité minimale pour complot et faux rapports. Avec une bonne conduite, elle pourrait être libérée dans 18 mois. Bobby était partagé quant à son éventuel retour, mais il avait promis à Emma qu'ils géreraient cette situation ensemble le moment venu. Si elle veut la voir, oui. Penses-tu qu'elle voudra nous aider à nous en occuper? Bobby réfléchit attentivement à sa réponse.
Les lettres de Diana depuis la prison suggéraient de sincères remords et un désir de reconstruire leur relation, mais le pardon était un processus, pas une décision, et la confiance se gagnerait lentement. Je pense que ta mère apprend des leçons importantes sur ce qui compte vraiment dans la vie, dit Bobby. À sa sortie, nous verrons si elle veut à nouveau faire partie de notre famille. Emma hocha la tête et continua à planter. Elle avait hérité de l'optimisme de sa grand-mère, mais le tempérait par le pragmatisme de son père. Elle espérait le meilleur, mais se préparait à toute éventualité. Rose sortit de la maison, portant un plateau de limonade et des sandwichs. À 72 ans, elle était devenue le principal modèle féminin d'Emma, lui enseignant la cuisine, le jardinage et la sagesse pratique acquise après des décennies à affronter les difficultés de la vie. « Comment se passent les plantations » demanda Rose. « On a presque fini les légumes » rapporta Emma. « Demain, on plante les fleurs. » Le téléphone de Bobby vibra, un SMS de Miguel lui parvint. « Patron, le projet Morrison est en avance. L'équipe veut savoir si on peut commencer la rénovation du Martinez plus tôt. » Miss Construction avait non seulement survécu à l'enquête d'État, mais en était ressortie plus forte que jamais. Les fausses accusations contre Bobby avaient été complètement démenties, ce qui avait conduit à des poursuites pénales contre Paul Hartley et renforcé la crédibilité de l'entreprise de Bobby. Le bruit s'était répandu dans le secteur de la construction que Bobby Miss était un homme qui tenait ses promesses sous la pression, et les nouveaux clients s'alignaient depuis des mois. « Papa, regarde. » Emma désigna une partie du jardin où les pousses vertes apparaissaient déjà. Les graines que nous avions plantées le mois dernier poussent. Bobby s'agenouillait près de sa fille, observant les minuscules plantes qui représentaient une nouvelle vie poussant dans un sol soigneusement préparé. Les parallèles ne lui échappaient pas. Parfois, la destruction était nécessaire avant qu'une véritable croissance puisse commencer. Trevor Quinn avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'enquête fédérale l'avait lié à cet meurtre dans 4 États, avec des preuves suggérant d'autres victimes qui pourraient ne jamais être identifiées. Il passerait le reste de sa vie en sécurité maximale. Ses plans élaborés se réduiraient à la routine carcérale et aux rendez-vous médicaux. Paul Hartley avait été condamné à 5 ans de prison pour fraude et complot. Son entreprise de construction avait complètement fait faillite et il avait tout perdu. Son entreprise, sa maison, sa réputation. Le frère de Diana avait découvert que la loyauté envers la famille avait parfois des conséquences imprévues. La voix de papa Emma interrompit les pensées de Bobby. « Tu vas bien ? » ?»« Je vais bien, ma chérie. Je pensais juste à la croissance de notre jardin. » Emma étudiait leur travail avec l'œil critique de quelqu'un qui comprenait que les jardins exigent de la patience, de la planification et des soins constants. Ce sera magnifique quand tout poussera. C'est déjà magnifique. Ce soir-là, Bobby était assis sur sa véranda avec une bière à la main, regardant Emma et Rose examiner leurs plantes à la lampe torche. Sa fille expliquait la photosynthèse à sa grand-mère avec l'enthousiasme d'une enfant de 8 ans, utilisant des termes qu'elle avait appris dans des livres de botanique à la bibliothèque. Le téléphone de Bobby sonna. Kevin Walsh, son avocat. « Bobby, je voulais te donner des nouvelles du procès civil. »« Bonne ou mauvaise nouvelle ? » ?»« Bonne nouvelle. Les biens de Trevor Quinn sont en cours de liquidation pour indemniser les familles des victimes. Tu as droit à une indemnisation importante pour les dommages subis par l'entreprise et le préjudice moral. Quel montant ? Probablement environ 3 millions de dollars, peut-être plus. Bobby resta silencieux un instant, le temps d'assimiler l'information. 3 millions de dollars assureraient l'avenir d'Emma, lui permettraient de payer les meilleures études possibles et lui garantiraient une sécurité financière sans souci. Kevin, je veux que tout soit versé au fonds fiduciaire d'Emma. Chaque centime, Bobby, tu pourrais utiliser une partie de cet argent pour toi. Achète une nouvelle maison, développe ton entreprise, prends des vacances. J'ai tout ce qu'il me faut. Après avoir raccroché, Bobby observa sa fille et sa mère discuter de biologie végétale avec une intensité concentrée qui suggérait une véritable passion. Emma avait trouvé quelque chose qu'elle aimait, quelque chose qui la rattachait aux traditions familiales tout en la préparant à son propre avenir. Elle devenait quelqu'un que Bobby était fier de connaître. Une voiture s'arrêta dans l'allée. Jennifer Walsh, la procureure chargée du dossier de Trevor. Elle fit le tour du jardin avec la démarche assurée de quelqu'un qui apporte de bonnes nouvelles. « Bobby, comment se passe la retraite ? » Je ne suis pas retraité, je suis juste sélective dans mes projets. Jennifer était assise à côté de Bobby sur les marches du porche.
Je voulais encore vous remercier pour votre coopération pendant l'enquête. Sans vos preuves, Quinn n'aurait peut-être jamais été arrêté. Des nouvelles d'autres victimes potentielles? Le FBI poursuit son enquête. Ils ont identifié au moins 12 femmes correspondant aux cibles habituelles de Quinn et collaborent avec les autorités internationales pour suivre ses activités au Costa Rica et dans d'autres pays. Bobby éprouvait une satisfaction morose face à l'ampleur de la justice rendue. L'arrestation de Trevor Quinn avait sauvé des vies qui auraient été perdues si ses habitudes avaient persisté. Et les enfants retrouvés en Arizona? Tous identifiés. Tous rendus à leur famille pour des funérailles dignes. Certaines de ces familles cherchaient des réponses depuis des années. Jennifer se leva pour partir, puis marqua une pause. Bobby, puis-je te poser une question personnelle? Bien sûr. As-tu parfois regretté de ne pas avoir tué Quinn quand tu en avais l'occasion? Je sais qu'il a menacé ta fille. Bobby réfléchit sérieusement à la question. Il y avait eu des moments, lors de la confrontation, où tuer Trevor aurait été facile, justifié et probablement satisfaisant. Mais Emma avait besoin de grandir avec un père qui privilégiait la justice à la vengeance, qui élaborait des solutions au lieu de simplement détruire les problèmes. Non, Emma a besoin de voir que les bonnes personnes résolvent les problèmes de la bonne manière, même si la mauvaise méthode serait plus facile. Jennifer hocha la tête d'un air approbateur. Cette petite fille a la chance de vous avoir en tant que père. Là après le départ de Jennifer, Bobby a rejoint Emma et Rose dans le jardin. Sa fille utilisait une loupe pour examiner la composition du sol, en prenant des notes dans un petit ordinateur à partir de son carnet, son visage grave dans le faisceau de la lampe de poche. Emma a conduit Bobby dans un coin du jardin où un petit pommier avait été planté. Était à peine 3 pieds de haut. Ses jeunes branches atteignant le ciel avec un optimisme déterminé. C'est comme l'arbre que tu as planté de grand-mère Rose quand tu étais petit, a expliqué Emma. Dans 20 ans, ce sera assez grand pour mes enfants de grimper. Bobby regarda le jeune arbre, comprenant la leçon que sa mère avait enseignée. Certaines choses ont pris du temps à grandir, mais quand ils ont été plantés d'amour et soignés avec soin, ils ont duré des générations. Emma, il y a quelque chose dont je veux toujours que vous vous souvenez toujours. Quoi, papa? Peu importe ce qui se passe dans la vie, peu importe les problèmes auxquels vous êtes confrontés ou quels défis viennent à vous, vous vendez des gens qui ont planté des arbres Solmi. C'est exactement ce qu'il est venu vers la maison, la main d'Emma dans son Bobby a ressenti la profonde satisfaction. Qui provient des promesses. Diana apprenait les conséquences et pourrait éventuellement gagner un rachat. Et dans la cour de Bobby, un jardin grandissait qui nourriait sa famille pour les années à venir. Certaines choses autrefois plantées ont duré correctement pour toujours. Tout comme l'amour, tout comme la justice, tout comme la promesse que Bobby Mills avait faite pour protéger sa fille. Une promesse qui survivra à tout le reste de sa vie. Le jardin était maintenant leur héritage. Preuve que les bonnes personnes pourraient construire quelque chose de beau à partir des cendres de trahison et de perte. Et chaque graine qu'ils ont plantée ensemble était une promesse pour l'avenir pour laquelle certaines choses valaient la peine de se battre. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez sur l'écran et je vous verrai.